J'ai versé le poison dans le verre de cristal de mon frère aîné, sous les yeux éblouis des lustres de cristal du château familial, et j'ai souri en le voyant s'effondrer comme un pantin dont on coupe les fils. Ma mère, cette vipère aux lèvres peintes en rouge sang, a hurlé mon nom en me traitant de monstre, mais au fond d'elle, je savais qu'elle avait toujours su que j'étais la plus dangereuse d'entre nous. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit provençale, je contemple les vignes que j'ai juré de consumer, réalisant que la vengeance n'est pas un feu qui s'éteint, mais une braise qui dévore tout, y compris soi-même. Je m'appelle Élise Duval, et si vous pensez que les familles nobles de Provence sont des reliques de contes de fées, laissez-moi vous détromper. La mienne, les Duval de Saint-Rémy, était un nid de serpents drapés de soie et de mensonges, niché au cœur d'un château du XVIIe siècle que mon grand-père avait arraché aux griffes de la ruine pour en faire un symbole d'opulence. J'y suis né, non pas dans la chambre aux tapisseries brodées d'or, mais dans une soupente humide sous les combles, parce que ma mère, cette catin aux yeux verts qui avait séduit mon père pour grimper l'échelle sociale, n'était qu'une invitée quand elle m'a mise au monde. Officiellement, j'étais la nièce orpheline de la famille, une bâtarde qu'on tolérait pour les apparences, mais qu'on traitait comme une domestique. Élise frotte les parquets du salon jusqu'à ce qu'il brille comme le cul d'un noble. Aboyait mon frère aîné, Antoine, en riant avec ses amis d'Oxford, ces parasites en chemise Lacoste qui venaient chasser le faisan sur nos terres. Dès l'enfance, j'ai appris la leçon. Dans cette maison, l'amour était une monnaie qu'on thésaurisait pour les héritiers légitimes. Antoine, avec ses cheveux blonds ondulés et son air de prince déchu, était le joyau de la couronne. Ma sœur cadette, Claire, une poupée aux boucles rousses et au sourire de Madone, était la favorite de ma mère, Isabelle, qui la parait de robes Chanel volées dans les armoires de l'époque. Moi, j'étais l'ombre. Celle qui vidait les cuvettes de nuit, qui polissait l'argenterie jusqu'à ce que mes doigts saignent, qui écoutait aux portes les secrets que les murs de pierre suintent comme un vin trop vieux. « Tu n'es rien ici, Élise », me murmurait ma mère un soir d'été, alors que les cigales chantaient leur requiem sous les oliviers. Rien qu'une tache sur notre blason. Ces mots étaient un poignard, mais ils forgeaient en moi une lame plus affûtée encore. Pourtant, il y avait un secret que je gardais enfoui comme une mine sous les fondations du château. J'étais la fille aînée légitime de mon père, Henri Duval. Pas Antoine. Lui n'était qu'un bâtard adultérin, fruit d'une liaison fugace avec une comtesse italienne lors d'un voyage à Venise. Mon père, ce colosse aux cigares éternels et aux dettes plus vastes que les champs de lavande, l'avait reconnu pour plaire à la bonne société, effaçant mon existence d'un trait de plume notarié. J'avais découvert la vérité à 16 ans, en fouillant les tiroirs de son bureau, un soir où il ronflait ivre dans son fauteuil Voltaire. Un certificat de naissance jauni, mon nom gravé en encre noire, Élise Duval, née le 15 juin 1985. Et en dessous, une lettre de mon père à sa maîtresse, je ne peux pas la légitimer. Les Duval ne tolèrent pas les erreurs. Erreur. Ce mot m'avait rongé comme un acide, et depuis, j'avais juré, ils paieraient. Tous. Les années passèrent en un tourbillon de humiliations calculées. À 20 ans, j'étudiais en secret les livres de contes familiaux, apprenant la gestion des vignes et des caves qui faisaient la fortune des Duval. Ce château Duval, un vin corsé qui s'exportait jusqu'à New York. Antoine, lui, dilapidait l'héritage en fête folle à Paris, où il pariait des fortunes au casino de Deauville. Claire, cette vipère en herbe, collectionnait les amants comme des sacs Hermès, laissant derrière elle un sillage de scandales étouffés par l'argent paternel. Ma mère, elle régnait en reine déchue, organisant des dîners où les invités, ces avocats parisiens aux cravates en soie, discutaient de ma pitié comme si j'étais un chien errant. Pauvre Élise, si dévouée, minaudait-elle, en me forçant à servir le foie gras de ses mains tremblantes. Mais la trahison qui brisa définitivement le voile fut celle de l'accident. C'était un soir d'orage en 2010, les éclairs zébrant le ciel au-dessus des Alpilles. Antoine avait pris la Ferrari rouge de mon père pour une virée nocturne avec Claire et deux de leurs amis, des fils de banquiers, avinés et imprudents. Ils avaient percuté un olivier centenaire sur la route sinueuse menant à Avignon, la voiture en vrac, les pneus hurlant comme des âmes damnées. Antoine, saignant du crâne, avait paniqué et fui la scène, laissant Claire et les autres pour morts. Mais il n'était que blessé, fracture, hématome et un nuage de cocaïne dans le sang qui aurait fait scandale. Qui prit la faute? Moi. Ma mère m'avait traîné dans le bureau de l'avocat familial à l'aube, ses ongles enfoncés dans mon bras. Tu conduisais, Élise. Tu étais ivre. C'est toi qui as appelé les secours. J'avais 16 ans de plus, mais non, j'avais 25 ans, et j'étais la servante invisible, celle qu'on pouvait sacrifier sans un battement de cils. Le procès fut un cirque. À Aix-en-Provence, sous les yeux des journalistes du Provençal, je plaidais coupable, conduite en état d'ivresse, délit de fuite. 6 mois de prison ferme, dont 3 effectifs dans la froideur des murs de Luynes. Antoine m'écrivit une lettre. « Merci, petite sœur. Tu sais que c'est pour le bien de la famille. »
Petite sœur. Le mot me fit vomir dans ma cellule, sur le sol en béton taché. Ma mère ne vint qu'une fois, pour me glisser un chèque de 5000 €, pour ton silence éternel. Silence. J'en eus assez de ce silence. En sortant, je n'étais plus Élise la soumise. J'étais Élise la lame. Les mois suivants, je disparus. Je m'installai à Paris, dans un studio exigu du Marais, et je réinventai ma vie. Pas de revanche flamboyante, non, une vengeance froide, provençale, comme un mistral qui ronge les pierres. J'étudiai le droit des affaires la nuit, tout en travaillant comme serveuse dans un bistrot de la rue de Birague, écoutant les ragots des bourgeois. J'appris les rouages des enchères immobilières, des fusions d'entreprises. Et surtout, j'épargnai. Chaque euro, arraché à mes pourboires, allait dans un compte secret à la Société Générale. Pourquoi? Parce que je savais, le château Duval était hypothéqué jusqu'aux tuiles. Les dettes d'Antoine, les caprices de Claire, les dettes de jeu de mon père, tout convergeait vers une faillite inévitable. Et moi, j'allais être l'enchérisseur. Paris me transforma, mais pas en une fleur de serre. Non, en une rose aux épines empoisonnées, éclose dans la boue des boulevards. À 27 ans, je rencontrai mon premier allié involontaire, un notaire raté nommé Lucien, un quinquagénaire bedonnant qui buvait son chagrin au zinc du bistrot où je servais. Les Duval, des charognards en habit, grommelaient-ils un soir, après son 3e pastis. Il avait géré les affaires de mon père autrefois, avant d'être évincé pour avoir osé mentionner les irrégularités fiscales. Je le saoulai de questions, feignant l'intérêt d'une serveuse curieuse. Bientôt, il crachait tout, les prêts usuraires d'Antoine à des mafieux marseillais, les bijoux de Claire engagés chez un prêteur sur gage discret de la place Vendôme, et le château lui-même, ce joyau de 18 pièces avec ses caves voûtées et ses jardins à la française, saigné à blanc pour un emprunt de 10 millions auprès d'une banque suisse. Lucien devint mon mentor clandestin. Il m'apprit les arcanes des saisies judiciaires, des clauses cachées dans les actes notariés. La noblesse française n'est qu'une coquille vide, ma petite, me dit-il un après-midi pluvieux, dans son bureau encombré de la rue des Francs-Bourgeois. Un bon avocat peut la faire imploser. Je souris, en pensant à Antoine, ce freluquet qui se prenait pour un duc. Pour sceller notre pacte, je lui révélai une bribe de vérité. Je suis une Duval, Lucien. La braille. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes fendillées, mais il ne rit pas. Au contraire, il m'offrit un dossier jauni, les preuves de mon héritage, volé des archives familiales. Reviens-moi quand tu seras prête à frapper. De retour à Provence pour Noël 2012, je jouais mon rôle à la perfection. Le château scintillait sous les guirlandes, les domestiques, ironie du sort, des immigrés polonais sous-payés, couraient avec des plateaux de truffes et de bûches. Ma mère m'accueillit avec un baiser froid sur la joue. « Élise, ma chérie, tu as l'air rustique. » Rustique. J'avais maigri, mes cheveux noirs coupés courts pour masquer les cicatrices de prison, mais mes yeux, ses yeux verts hérités d'elle, brillaient d'une lueur qu'elle ne reconnut pas. Antoine, engraissé par les excès, me tapa dans le dos. Toujours la petite aide cuisinier, hein? Verse-nous du château Duval 2005, ça vaut mieux que ton pinard de Paris. Claire, enceinte de 6 mois d'un amant inconnu, un footballeur de l'EM, murmurait-on, me toisa avec pitié. Tu devrais te trouver un mari, Élise. Quelqu'un qui te sorte de ta misère. Le dîner fut un théâtre macabre. Autour de la table en acajou, sous un portrait de mon grand-père en chasseur, mon père présidait, son foie cirait le rongeant de l'intérieur. À la famille. Porta-t-il son verre, et tous trinquèrent, ignorant que j'avais glissé dans la cave un lot de bouteilles falsifiées, du vin bas de gamme étiqueté Duval, acheté à un vigneron ruiné d'Arles. Pas du poison, pas encore. Juste une humiliation subtile, un avant-goût de la chute. Mais le vrai coup vint plus tard, dans la bibliothèque. J'y surpris Antoine et ma mère, en conciliabule fiévreux. On doit vendre une partie des vignes, sifflait-elle. Sinon, la banque saisira tout. Antoine ricana. Et Élise? Elle creusera sa propre tombe si elle l'ouvre. Ma propre tombe. Le sang bouillonna dans mes veines, mais je restai figé dans l'ombre, comme toujours. Cette nuit-là, seul dans ma soupente, je traçai mon plan sur une feuille arrachée à un carnet. Étape 1, infiltrer la banque suisse via Lucien. Étape 2, accumuler assez pour surenchérir. Étape 3, l'héritage. J'écrivis à mon père une lettre anonyme, postée de Marseille, la vérité sur Élise sortira. Révélez-la, ou perdez tout. Il la brûla sans un mot, mais je vis la peur dans ses yeux au petit déjeuner. La peur est une arme, en France, où les scandales familiaux font les unes du Figaro. Les mois suivants furent un ballet de duplicité. À Paris, je grimpai les échelons, d'aide-serveuse à assistante dans une agence immobilière du boulevard Haussmann, spécialisée en propriété de prestige. Mon patron,
un requin nommé Bertrand, me prit sous son aile après que j'eus négocié la vente d'un hôtel particulier en un clin d'œil. « Tu as du flair, Duval, » dit-il, ignorant l'ironie. Flair. Oui, le flair d'une louve flairant la chair faible. Je canalisais mes commissions dans mon fonds de guerre, et quand Lucien m'annonça que la mise aux enchères du château était imminente, mon père avait hypothéqué la propriété entière pour couvrir les dettes d'Antoine. Je sus que le rapprochait. Mais la trahison s'approfondit. Claire accoucha d'un fils, un petit monstre aux yeux bleus, baptisé Henri en l'honneur de mon père. Lors du baptême, à la cathédrale d'Avignon, elle me confia « Garde-le un moment, Élise. » Toi aussi. Maternelle. Maternelle. Je berçai l'enfant en le maudissant intérieurement, imaginant déjà comment ce bâtard paierait pour les péchés de sa lignée. Et Antoine, il me proposa un job. Gérer les vendanges incognito pour racheter ma faute passée. « Tu es doué pour les sales boulots », ricana-t-il. J'acceptai, sournois, pour espionner de l'intérieur. Les vignes, ces rangs interminables de cèpes tordus sous le soleil impitoyable, devinrent mon terrain de jeu. J'y semai des rumeurs, empoisonnement des sols par des pesticides illégaux, contrefaçon de cuvée. Bientôt, les acheteurs potentiels se tarirent, et les Duval sentaient le vent tourner. L'été 2015 fut un enfer de chaleur, le genre qui fait craquer la terre provençale comme une peau trop tendue. Les Duval transpiraient leur ruine. Antoine vendait des montres falsifiées sur eBay pour renflouer les caisses. Claire postait des selfies larmoyants sur Instagram depuis le château, taguant vie de château comme une ironie cruelle. Ma mère, amaigrie par l'angoisse, buvait du gin tonic en cachette, ses perles familiales engagées chez un usurier d'Aix. Mon père, cloué dans son lit par une pneumonie galopante, murmurait des confessions incohérentes. « Élise. Ma fille. » Pardon. Mais il ne signa jamais le document que Lucien avait rédigé pour légitimer mon héritage. Trop tard, trop lâche. J'opérais dans l'ombre, un fantôme en tailleur noir lors des rendez-vous à la Banque de Genève. Via un prête-nom, une veuve bretonne que Lucien avait recrutée. J'empruntais 7 millions à un taux usuraire, justifié par des actifs fictifs en Bordeaux. C'est du suicide financier, avertit Bertrand, mon patron, quand je lui confiai un bout du plan. Ou du génie. Genie. Le mot me fit sourire. En France, le génie est toujours teinté de folie, comme chez Baudelaire ou Sade. L'enchère fut fixée pour octobre, lors d'une vente aux enchères privées à l'Hôtel des Ventes de Marseille. Les Duval y assistèrent, endimanchés, ignorant que leur bourreau était assis au 3e rang, voilé d'un chapeau à voilette. Le jour J, l'air salin du vieux port collait à la peau. Le commissaire-priseur, un homme sec aux lunettes en écaille, déroula le lot. Le château Duval, 16 hectares de vignobles AOC, bâtiment classé, valeur estimée à 12 millions. Les offres fusaient, un promoteur lyonnais à 8, un consortium italien à 9. Antoine, rougeau dans son costume 3 pièces, surenchéri à 10, bluffant avec des fonds qu'il n'avait pas. Ma mère serrait son chapelet, Claire berçait son fils en minaudant. Puis, d'une voix calme, via mon prête-nom, 11 millions. Silence. Les regards se tournèrent. Antoine blêmit. Qui diable? 12. Tries. À 15, il capitula, hurlant des obscénités que le marteau du commissaire étouffa. Nous avions gagné. Le château était à moi. Pas à Élise Duval, à Société des Ombres Provençales, une coquille vide que j'avais montée avec Lucien. Les Duval apprirent la nouvelle par huissier, 2 jours plus tard, alors qu'ils fêtaient encore une victoire imaginaire avec du champagne tiède. Ma mère s'effondra en lisant la lettre. Propriété saisie et vendue à un tiers anonyme. Antoine jura de traîner l'acheteur en justice, ignorant que c'était moi, la servante, qui tenait les rênes. Claire, hystérique, appela son amant footballeur. On est ruiné. Cette salope d'Élise doit être derrière ça. Oh, si elle savait. Je ne me révélai pas tout de suite. D'abord, le plaisir de les voir ramper. Je louai le château à des touristes anglais pour l'été, transformant les chambres ducales en Airbnb à 200 € la nuit. Les vignes, je les laissais pourrir, négligeant les traitements contre l'oïdium qui rongeait les grappes. Antoine tenta de squatter, c'est mon droit de naissance. Un vigile, un ex-tolard de ma connaissance, le jeta dehors, littéralement, dans la poussière des allées. Ma mère implora une audience. Élise, si c'est toi, aie pitié. Nous sommes ta famille. Famille. Je la reçus dans le salon, assise dans le fauteuil de mon père, un verre de vrai château Duval à la main. Pitié? Comme celle que vous m'avez accordée à Luynes. Ses yeux s'emplirent de larmes, vrai, pour une fois. Nous avions peur. Antoine était si fragile. Fragile. Le mot me fit rire, un rire qui résonna comme un glas. Mais la vengeance exige du sang.
Le dîner de Noël 2015 fut mon chef-d'œuvre. J'invitai les Duval sous prétexte d'une négociation amiable. Le château, décoré de guirlandes minimalistes, pas de clinquant pour les vaincus, bruissait de vent froid. Antoine arriva saoul, Claire avec son bâtard géniard, ma mère en manteau rapiécé. Mon père, en chaise roulante, bave aux lèvres. À la nouvelle propriétaire. Tosté-jeu, versant le vin empoisonné, pas mortel, non, un laxatif puissant, mélangé à une dose de scopolamine pour brouiller les esprits. Antoine but goulûment, s'effondra en premier, se tordant sur le tapis perçant en diarrhée honteuse. Claire vomit sur sa robe, hurlant des insanités. Ma mère, plus résistante, me cracha. « Monstre! Tu nous tues !» Mon père, dans un éclair de lucidité, murmura « Ma fille !» Arit. Mais je ne pouvais pas. Pas après les années de crachat. Les sirènes arrivèrent à minuit, emportant les Duval vers l'hôpital d'Arles. Moi, j'appelai Lucien. C'est fait. Légitime-moi. Le lendemain, le Figaro titrait « Scandale au château Duval, empoisonnement familial ». Les avis se divisèrent. Certains me voyaient comme une justicière, d'autres comme une parricide en herbe. Les féministes de l'IB me défendirent, la revanche d'une opprimée. Les conservateurs du monde me condamnèrent, la décadence des passions françaises. J'étais célèbre, enfin. Mais le twist couvait. La notoriété est une maîtresse cruelle en France. Elle vous part de gloire un jour, vous dépouille le lendemain. Après l'affaire du dîner, les Duval se terrèrent dans un appartement miteux d'Avignon, vendant leurs bijoux au poids. Antoine, ruiné, tenta le suicide, une pilule de trop, rattrapé par les urgences. Claire plaida la garde de son fils auprès d'un juge, accusant l'empoisonneuse Élise d'aliénation parentale. Ma mère, brisée, écrivit une lettre au procureur « Ma fille est un démon ». Fille. Le mot, arraché dans la douleur, était une victoire amère. Mon père mourut 2 mois plus tard, emportant son secret dans la tombe, ou du moins, le croyais-je. J'administrais le château comme une reine vengeresse. Je rénovais les caves, engageai un œnologue toulousain pour relancer les cuvées, mais avec un twist. Chaque bouteille portait une étiquette discrète. Vengeance 2016, vendue aux enchères de Hong Kong pour des fortunes. Les touristes affluaient, fascinés par le « château maudit ». Un podcast américain, Dark Vignard, fit de moi une icône, la servante qui devint seigneur. Mais sous la surface, la pourriture s'étendait. Lucien, mon allié, commença à douter. « Élise, cette haine te consume. Vends et pars. » Vendre? Jamais. C'était mon trophée, mon autel païen. La contre-attaque des Duval fut sournoise, comme un phylloxéra rampant. Antoine, remis de sa déchéance, s'allia à un avocat parisien véreux, maître Fournier, pour contester la vente. Fraude à la manœuvre, clamatait-il lors d'une audience à la cour d'Aix. Il produisit des faux, des emails falsifiés où je menaçais la famille. Claire témoigna, larmes aux yeux, « Elle m'a volé mon fils. » Une nuit, elle l'a laissé pleurer des heures, en murmurant des malédictions. Mensonge. Bien sûr, j'avais renoncé à la garde, par pitié tordue. Mais le juge, un vieux renard conservateur, suspendit mes droits sur les vignes le temps d'une enquête. Décision controversée, titra Le Monde, et les réseaux s'enflammèrent. Justice pour Élise contre Duval victime. C'est alors que le passé ressurgit, plus tranchant qu'un sabre. Une lettre anonyme glissée sous ma porte du Marais, tu n'es pas la seule à savoir. Signé un Duval. Panique. Je fouillai les archives de Lucien, et là, l'horreur. Mon père avait un autre secret. Pas seulement mon héritage. Il avait assassiné son propre frère, mon oncle Édouard, en 1980, pour s'emparer du château. Un accident de chasse, étouffé par la famille. Et la preuve? Un journal intime, caché dans les combles, que ma mère avait lu et enterré. Pire, Antoine le savait. Il l'avait utilisé pour me piéger, en me faisant gamber la faute de l'accident de 2010, mais maintenant, il menaçait de tout révéler si je ne rendais le château. La confrontation eut lieu sous un ciel d'orage, dans les ruines d'un moulin abandonné près des vignes. Antoine arriva seul, cravate défaite, bouteille de whisky à la main. « Tu crois que tu es la victime, Élise? Nous le sommes tous. » Il ricana, me tendant le journal. Page jaunie, écriture tremblante de mon père. « Lis. Il t'a abandonné parce que tu ressemblais trop à Édouard, innocent, pur. » Le choc me coupa le souffle. Mon père, ce titan, un meurtrier. Et moi, fruit de son remords. Rends tout, ou je balance à la presse. Ta vengeance deviendra un cirque de fous. Ses yeux, injectés de sang,
brillait de cette malfaisance provençale, mi-sorcière mi-brigand. Yerefusai. Au lieu de ça, je brûlais le journal sous ses yeux, les flammes dansant comme des diables. Tu n'as rien, Antoine. Seulement ta lâcheté. Il bondit, main autour de ma gorge, mais je l'avais prévu. Un couteau de vendangeur, glissé dans ma botte. Un coup, précis, dans la cuisse. Il hurla, s'effondrant dans la boue. Monstre, crachatait-il. Oui. Et fier de l'être. Je l'appelai un taxi anonyme, le laissai saigner sa défaite. Le lendemain, l'enquête s'effondra. Pas de preuves, juste des pleurs de perdant. Mais le doute s'insinua. Étais-je meilleur qu'eux? La presse se déchaîna. Élise Duval, justicière ou psychopathe. Les manifs devant le château, un pour moi, les autres contre. Claire en tête, avec son fils devenu mascotte des victimes. Ma mère, dans une interview larmoyante à France 2, elle nous a détruits, mais je l'aime encore. Amour. Le mot empoisonnait tout. Le twist final frappa comme un coup de Mistral. Au printemps 2016, lors d'une perquisition surprise au château, les gendarmes découvrirent non pas des preuves contre les Duval, mais contre moi. Dans les caves, enfouis sous des tonneaux, le corps momifié de mon oncle Édouard, ou du moins, ce qu'il en restait. Comment? Ma mère, dans un dernier sursaut de vipère, avait guidé les enquêteurs. Élise savait, mentit-elle au juge d'instruction. Elle a creusé elle-même. Mensonge, mais habile. Le journal brûlé, mes menaces passées, mon passé carcéral, tout collait pour un portrait de parricide. Arrêté sous les flashs des paparazzi, menottes au poignet, je vis Claire sourire depuis la foule. Justice est faite. La détention préventive à Marseille fut un purgatoire. Pas de soupente cette fois, mais une cellule grise où les rats philosophent sur l'absurde camusien. Lucien me visita. C'était elle, Élise. Ta mère a tout manigancé. Le corps déplacé des années avant ta naissance, pour te piéger le moment venu. Revelation. Isabelle Duval, cette actrice ratée, avait tué Édouard elle-même, par jalousie amoureuse, couvrant mon père pour le lier à elle. Et moi? Le bouc émissaire parfait, la bâtarde gisant pour ses péchés. Twist de l'année, ironisa un gardien en me passant le monde, l'héritière maudite ou la meurtrière multimillénaire. Le procès, à la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, fut un opéra tragique. Avocat en toge noire, témoin en rang, Antoine, boitant de sa blessure, jura ma folie. Claire, avec son fils sur les genoux, pleura l'innocence perdue. Ma mère, témoin star, raconta une fable. Élise haïssait son oncle pour l'avoir déshérité in utero. Rire dans la salle. Mon défenseur, un jeune loup de Paris, produisit le certificat de naissance, elle est l'héritière légitime. Les Duval l'ont trahi depuis le berceau. Le jury se divisa, débats enflammés dans les couloirs, pétition en ligne libérer Élise contre justice pour Édouard. La vengeance culmina au verdict. Acquitté pour le meurtre, pas de preuve directe, mais condamné pour fraude immobilière mineure, 6 mois avec sursis. Les Duval, ruinés par les frais, fuirent en Belgique. Antoine devint clochard à Bruxelles, Claire serveuse dans un café, ironie divine. Ma mère, elle se suicida dans une chambre d'hôtel d'Avignon, pilule et jean, laissant une note « Pardonnez-moi, mes enfants. J'étais le vrai monstre. » Monstre. Nous l'étions tous. Libre, je revins au château, mais transformé. Je le léguai à une fondation, vigne bio pour des orphelins provençaux, chambre pour des femmes battues. Pas de happy end clinquant en France, la tragédie est plus honnête. Assise sous les oliviers, un verre de vengeance à la main, je contemple les cicatrices, les miennes, les leurs. La revanche m'a libéré, mais à quel prix? Les lecteurs jugeront, héroïne ou damnée. Moi, je sais, dans cette famille de serpents, j'étais la plus venimeuse. Et fière. Fin.